Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le cadre de cet entretien qui portera sur l'actualité sociopolitique de notre pays, le Gabon. Avant toute chose, comment se porte le docteur Jonathan Tutu Nkunga? Je me porte comme tout être humain en bonne santé, et je me porte comme le Gabon en ce moment. Si le Gabon va bien, c'est que je vais bien. Le CTI vient de célébrer ses 1 an depuis sa prise de fonction suite au résultat tronqué des élections de 2023. Comment avez-vous apprécié cette prise de pouvoir et quel bilan faites-vous du CTI après ces 1 an? Bien, merci de pouvoir me donner l'occasion de m'exprimer sur les questions d'actualité qui engagent la vie de la République gabonaise et qui engagent aussi le continent africain et pourquoi pas l'international. Alors, effectivement, le 30 août dernier, l'ensemble des Gabonais ont fêté le premier anniversaire de la présence au pouvoir du CTRI et du général Brice Clotaire Oligui Nguema, 1 an jour pour jour après leur prise de pouvoir à la suite d'un coup d'État et qu'on appelle aujourd'hui coup de libération, consécutif au résultat tronqué du processus électoral du 26 août 2023. 1 an après, quel est le bilan que l'on peut faire? Je pense qu'il est peut-être trop tôt de faire un bilan d'un pouvoir qui n'est à la tête de l'État que depuis 12 mois. Mais toujours est-il qu'il y a des prémices qui peuvent nous donner peut-être la possibilité de faire une appréciation de ce bilan du CTRI à la tête du Gabon. D'abord, sur le plan social, sur le plan économique, on note quand même un frémissement des réalisations qui sont identifiées ici et là, notamment la question des intégrations à la fonction publique sur le plan social, parce que vous savez que depuis 6-7 ans, ces intégrations, les recrutements à la fonction publique étaient quasiment gelés. Et donc, à l'arrivée du président Oligui Nguema et ses frères d'armes, ils ont réouvert les vannes de la fonction publique. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu l'octroi de plusieurs milliers de postes budgétaires à des jeunes Gabonais en quête d'un premier emploi. C'est déjà un élément positif sur le plan social. Sur le plan social aussi, on peut noter la reprise de paiement des pensions, des retraites. On peut noter par exemple la dotation presque dans l'ensemble du territoire des casernes de sapeurs-pompiers, parce que vous savez que, ne serait-ce qu'à Libreville, lorsque un incendie se déclarait quelque part, il fallait plusieurs minutes avant qu'un camion de sapeurs-pompiers n'intervienne. Mais aujourd'hui, on a presque des postes de casernement des sapeurs-pompiers un peu partout à Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est une avancée très significative. Nous avons la reprise sur le plan de la formation, la reprise des concours d'entrée dans les grandes écoles. Là aussi, à ce niveau, que ce soit à l'Institut d'économie et des finances, à l'Institut de gestion, à l'École normale supérieure de l'enseignement technique, à l'École normale de l'enseignement supérieur, dans les écoles nationales d'instituteurs, eh bien, toutes ces grandes écoles ont réouvert leurs portes à des concours. Et récemment encore, je pense il y a 2 jours, nous avons assisté à la proclamation du concours d'entrée à l'EPCA, à l'ENA. Récemment, il y a eu, même s'il y a eu quelques cas de fraude signalés, il y a eu un concours de recrutement des officiers et des sous-officiers dans les forces de défense et de sécurité. Bref, je pense qu'il y a un frémissement à ce niveau où un effort est fait dans le sens de faire reculer le chômage. Sur le plan économique, nous avons surtout le rachat d'Assala, cette société pétrolière, la deuxième au Gabon après Perenco, et le rachat d'Assala à travers
l'application du droit de préemption de l'État gabonais, ce rachat d'Assala a permis aujourd'hui au Gabon de pouvoir contrôler 25% de la production du pétrole national. Donc de ce point de vue, c'est une avancée vers une souveraineté économique. Il y a le rachat d'Assala, il y a la prise des participations dans plusieurs firmes qui exercent au Gabon, les firmes les multinationales, bien sûr. L'État a réalisé plusieurs prises de participation pour être actionnaire à un niveau respectable de ces entreprises qui exploitent les ressources au Gabon. Donc c'est sur le plan économique, mais aussi au niveau de la SCG. Je pense que vous vivez à Libreville comme moi en ce moment, il y a la question des délestages, mais ceci intervient après que le président a pris la décision de mettre un coup de pied à la fourmilière de la SCG, notamment après la découverte des fraudes massives qu'il y a eu dans cette entreprise. Les directions ont été revues. Donc il y a des chantiers un peu partout. Vous avez la construction ou la restructuration de certains édifices publics, notamment la construction ou la réfection de certains établissements scolaires. Le président a consacré plus de 13 milliards de francs CFA pour la réfection des universités nationales, avec notamment la reprise des universités annoncées à l'intérieur du pays depuis plusieurs années, l'université de Port-Gentil, l'université ONOIM de Mouila et j'en passe. Vous avez aussi plusieurs kilomètres de route, à peu près plus de 600 kilomètres de route construites ou réfectionnées avec une innovation inédite, c'est-à-dire la pose des bétons sur certaines voies, parce que vous savez que le Gabon est un pays tropical à forte pluviométrie. Et donc, le constat qui est fait, c'est que le goudron ne résiste pas tout à fait, le bitume ne résiste pas tout à fait aux intempéries. Il pleut 9 mois sur 12 au Gabon. Et de ce point de vue, je pense que c'est une nouvelle expérience qu'on tente dans la construction des voies routières par l'utilisation du béton armé. Et je pense qu'il y a déjà eu plusieurs exemples que moi j'ai regardés en Corée du Sud où les routes sont faites en béton armé. Et je pense que c'est une innovation ici qui peut-être va booster un peu la construction routière au niveau du Gabon. Donc, je puis dire que toute étude se nourrissant de comparaison, lorsqu'on prend octobre 2009 à octobre 2010, à l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, et on prend 30 août 2023, 30 août 2024, c'est-à-dire les 12 mois de Oligui au pouvoir, vous remarquerez qu'au moment où, entre 2009 et 2010, on détruisait Libreville, le Gabon, mais aujourd'hui, un an d'Oligui, il y a beaucoup plus de construction que de destruction. De ce point de vue, je pense que sur le plan économique et social, le bilan est plus que positif. Mais maintenant, là où il y a une certaine faiblesse, c'est au niveau de la restauration des institutions. Parce que ceci dit en passant, c'est quand même le comité pour la transition et la restauration des institutions. Et de ce point de vue, les Gabonais observent qu'il y a peu d'empressement pour le CTRI à réformer fondamentalement les institutions. Et il y a une raison à cela, c'est qu'à l'arrivée au pouvoir du président Oligui Nguema, il avait annoncé effectivement la restauration des institutions, mais qui passe quand même par la dotation d'une nouvelle constitution. Et cette constitution a été rédigée après le dialogue national inclusif qui a eu lieu du 2 au 30 avril dernier. Et de ce point de vue, après ce dialogue qui a vu la participation des Gabonais à hauteur de 38 000 contributions, et donc plus de 1000 concernaient la nouvelle constitution. Donc les Gabonais s'étaient prononcés pour la nouvelle constitution. Et à la suite de cela, ces propositions ont fait, ou ces contributions ont fait l'objet d'une synthèse au niveau du dialogue d'Abondje. Et c'est après cela que finalement, le président a dû mettre en place un comité national constitutionnel qui a rédigé la nouvelle constitution, dont le texte est encore attendu, même si nous avons déjà des fuites par les réseaux sociaux
Maintenant, nous attendons que cette constitution soit présentée, enfin, ce projet de constitution soit présenté officiellement, notamment, je pense que le texte a été remis au chef de l'État par la ministre en charge de la réforme des institutions. Et puis, ce texte pourrait partir de la présidence de la République pour le Conseil des ministres en première lecture et qui doit pouvoir l'envoyer au Parlement, qui sera transformé en constituante. Et si les étapes sont respectées, je pense qu'après le toilettage ou l'adoption en des termes identiques de ce projet de constitution par le Parlement, eh bien, le texte sera soumis à un processus référendaire, c'est-à-dire le président a décidé de consulter l'ensemble des citoyens pour pouvoir décider de l'adoption ou non de cette nouvelle constitution ou bien de ce projet de constitution. Je pense que c'est toute chose qui peut expliquer le retard, peut-être le retard utile qu'il y a dans la réforme des institutions qui constitue un peu le noyau faible, le maillon faible du bilan du CTRI un an après son accession à la magistrature suprême. Vous êtes analyste politique. Quelle lecture faites-vous réellement par rapport à ce projet du référendum qui soumet à la population de répondre par le oui et le non, sachant bien qu'il y a déjà violation des lois par rapport aux affichages des panneaux publicitaires? Non, mais c'est vrai qu'il y a eu maladresse de toutes parts. Il y a d'abord eu ceux qui ont demandé de voter le oui alors que le texte n'était pas connu. Il y a aussi ceux qui ont décidé, ceux qui ont appelé à voter le non alors que le texte n'était pas publié non plus. Sur quelle base les gens ont décidé d'appeler au vote du oui et sur quelle base d'autres compatriotes ont décidé d'appeler au vote du non. Mais maintenant que le texte a fuité, tout le monde est presque au courant, tout le monde a presque lu le contenu de ce projet de constitution. Il y a donc cette autre maladresse qui a consisté en l'affichage des panneaux appelant à voter le oui. Je pense que c'est une maladresse, peut-être une violation de la loi, comme vous le dites, parce qu'on ne peut mettre des affiches pour un scrutin que lorsque la période de la campagne est ouverte. Or, une campagne s'ouvre par une note, une décision du ministère de l'Intérieur qui précise la date d'ouverture de la campagne et la date de clôture de la campagne. Et c'est à cette période-là qu'on doit avoir des affiches, soit appelant à voter oui, soit appelant à voter non, dans le cas d'un référendum. Or, on a mis la charrue avant les bœufs, on ne sait pas pourquoi, les services de la communication appropriés ont décidé de coller des affiches appelant à voter le oui, alors que la période du référendum, la période de la campagne n'était pas ouverte. Mais nous avons quand même eu une note du ministre de l'Intérieur qui disait que toutes les actions qui sont menées en ce moment entraient dans le cadre d'une pré-campagne. Cette note vaut ce qu'elle vaut, mais on peut quand même se rendre compte qu'il y a eu cette maladresse d'afficher, de mettre des affiches avant le début officiel de la campagne. Il faut reconnaître que ça a été une maladresse et je pense que cela a été rattrapé très rapidement, soit peut-être que la Cour constitutionnelle ou d'autres instances ont décidé d'enlever ces affiches. Je pense que ces affiches ne sont plus présentes aujourd'hui dans l'ensemble du territoire. Elles ont été décollées. Mais ça a été une maladresse, il faut le reconnaître. Vous êtes un homme politique ayant eu à gravir les échelons dans la République gabonaise en tant que ministre des Affaires sociales. Aujourd'hui, après la tombée du rideau du dialogue national, les partis politiques ont été suspendus. Et on constate que seules les associations et les mouvements qui font l'actualité en s'introduisant dans la politique. Pourquoi dissoudre les partis politiques et donner la place à certaines associations qui, par le passé, vantaient les mérites de l'ancien système déchu, à savoir celui du président Ali Bongo Ondimba? Pourquoi donner plus de priorité et de possibilité à ces associations d'être à misère? Non, je pense que c'est un procès en sorcellerie que l'on veut faire au CTRI et au président Oligui.
aucun parti politique n'a été suspendu jusque-là. Aucun parti politique n'a été suspendu. Il y a eu le dialogue inclusif d'Agonje qui a proposé la suspension des partis politiques. Je pense que nous ne sommes qu'au stade des propositions parce que les résolutions du dialogue inclusif d'Agonje n'ont pas force de loi, si vous voulez. Donc, aucune décision d'ordre administratif n'a été prise dans le sens d'interdire les partis politiques. Vous savez que le coup d'État ou coup de libération, comme on l'appelle ici, qui a eu lieu le 30, si ça avait été un coup d'État classique au sens science politique du terme, on ne parlerait plus des partis politiques, parce que lorsqu'il y a un coup d'État, les premières organisations à être dissoutes, ce sont les partis politiques aussi en dehors des institutions. Or, le coup d'État du Gabon a été un coup d'État, je le dis souvent, un coup d'État généreux, sinon un des coups d'État les plus généreux ou les plus gentils, parce que non seulement le président Oligui a associé les anciens acteurs politiques à l'exercice du pouvoir, vous avez plusieurs acteurs politiques de l'ancienne opposition comme de l'ancienne majorité au sein des organes de la transition. Je vais parler du Sénat de transition, du Parlement de transition, du Sénat, pardon, de transition, de l'Assemblée nationale de transition, et puis de la Cour constitutionnelle de transition, du Conseil économique, social et environnemental de transition, même au sein du gouvernement. Vous avez des acteurs politiques de l'ancien régime, des acteurs politiques de l'ancienne opposition, vous avez même des acteurs de la société civile. Donc, de ce point de vue, il y a eu une inclusivité au niveau de la gestion de l'État de la part du président Oligui et du CTRI. Et en même temps, il faut reconnaître qu'aucun parti jusque-là n'a été suspendu. Il y a eu une proposition. Maintenant, ces propositions doivent entrer dans l'ordonnancement juridique national et effectivement, si au niveau de la loi, on décide de la suspension des partis politiques, à ce moment, je vous donnerai raison. Mais pour l'instant, vous avez des leaders politiques qui mènent leurs activités, vous avez des partis politiques qui sillonnent l'ensemble du territoire, qui essaient d'implanter leurs cellules de base. Donc, de ce point de vue, il y a eu une proposition de suspension, mais cette proposition n'est pas une décision légale pour l'instant, n'a pas force de loi. Donc les partis politiques mènent tout bonnement leurs activités. Mais maintenant, il se trouve qu'il y a des partis politiques qui sont peut-être un peu désorientés, parce que vous savez que la vie politique était divisée entre deux pôles, le pôle de la majorité présidentielle et le pôle dit de l'opposition. Mais maintenant que ces deux pôles ont disparu, mais je pense que les gens hésitent à pouvoir s'afficher clairement, ne sachant pas de quoi sera fait demain. C'est peut-être ce qui explique un peu l'immobilisme des partis politiques aujourd'hui, en attendant de voir clair pour mieux se positionner. Autrement dit, il n'y a pas eu de suspension des partis politiques. Même le PDG, dont on a proposé une suspension de 3 ans, si le PDG aujourd'hui n'arrive pas à se mouvoir, c'est juste par rapport à son bilan et à son passé, et puis au fait que ce parti aujourd'hui connaît des départs massifs de ses militants. Mais autrement dit, sur le plan légal, en dehors de cette proposition du dialogue national, sur le plan légal, aucun parti n'a été suspendu. Maintenant, concernant l'autre volet de votre question, c'est-à-dire les associations, qu'est-ce que vous voulez? Les associations doivent participer à l'expression démocratique du pays. Maintenant, si ces associations ont fait l'apologie, certaines de ces associations ont fait l'apologie de l'ancien régime par le passé, et que ces associations décident de réorienter leur action, libre à elles, on ne peut pas empêcher une organisation de rectifier sa trajectoire, la trajectoire de ses objectifs. Donc, on ne peut pas se plaindre de ce que ce soit les associations qui animent aujourd'hui la vie politique. Vous savez qu'une association peut se muer en un parti politique après. Donc, de ce point de vue, je pense que nous devons mettre tout cela sous le couvert de l'expression démocratique et de la vitalité démocratique de notre pays.
il y a de cela quelques jours, une arène s'est produite au niveau de l'international, à savoir les pays africains et leurs dirigeants se sont retrouvés en Chine, où le président du Gabon a aussi participé. Pourquoi toujours les Africains vont dans ces colloques et ces réunions, sachant que depuis plus de 30 ans, l'Afrique n'a jamais bénéficié des avantages de cette coopération? Bon, je pense que vous êtes un peu sévère lorsque vous dites que depuis près de 30 ans, l'Afrique n'a jamais bénéficié. Non, il y a quand même quelques bénéfices dans l'escarcelle des pays africains. Les promesses d'investissement qu'il y a, des sociétés qui arrivent, c'est à la suite quand même de ces sommets, notamment le sommet France-Afrique, le sommet États-Unis-Afrique, le sommet Russo-Afrique, le sommet Chine-Afrique. C'est pour vous dire que l'Afrique est devenue aujourd'hui une belle fille qui est convoitée par tout le monde à cause de ses richesses du sol et du sous-sol, à cause de sa population jeune. Et l'Afrique qui garantit aujourd'hui un véritable débouché, un véritable marché pour les industries, pour les complexes industrialo-militaires, que ce soit au niveau occidental ou au niveau oriental, avec l'émergence des nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS. Donc, de ce point de vue, l'Afrique dispose d'un sol et d'un sous-sol très riche, convoité par les puissances classiques et par les puissances émergentes. Et de ce point de vue, je pense que c'est au bénéfice de l'Afrique de pouvoir opposer. C'est aussi un jeu géopolitique et géostratégique qui voit l'Afrique être au centre des convoitises. Et c'est à l'Afrique de pouvoir tirer meilleure partie de cette convoitise. Maintenant, s'il y a peut-être quelques insuffisances, ces insuffisances sont à corriger par les chefs d'État et de gouvernement africains qui vont assister ou qui vont prendre part à ces sommets-là. Il y a quelques jours, effectivement, le président Oligui a pris part au dernier sommet Chine-Afrique, et vous voyez les promesses d'investissement qui ont été, les accords qui ont été signés par le président Oligui avec divers investisseurs chinois. Je pense que c'est tout à fait au bénéfice du Gabon. Plus de 4 milliards d'euros de promesses d'investissement. On ne peut pas dire que l'Afrique ou le Gabon n'a rien obtenu. Il reste que, bon, il y a les promesses d'investissement et puis il y a la question de la concrétisation de ces investissements. Donc, il faut prendre son mal en patience pour voir ces promesses d'investissement se réaliser. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose de voir que l'Afrique est au centre des convoitises du monde. Et de ce point de vue, l'Afrique qui était considérée comme mal partie ou bien comme le continent le plus pauvre est aujourd'hui le continent stratégique qui soit convoité par toutes les puissances mondiales, notamment les puissances classiques que sont l'Union européenne, les États-Unis, le monde occidental notamment, et puis les puissances émergentes, la Chine, Brésil, Inde, Russie. C'est tout au bénéfice de l'économie africaine et du social africain qui, d'ici 10 ou 15 ans, verrait une forte immigration en provenance des pays occidentaux et en provenance des pays de l'Est et des pays asiatiques. Tout cela pour booster l'économie des pays africains. Et de ce point de vue, je pense que c'est un jeu géopolitique intéressant pour l'Afrique, mais qui ne manque pas aussi de rivalités et notamment les risques de conflits à partir du moment où on est là sur le terrain géoéconomique où les multinationales se disputent les marchés et mettent donc à contribution leurs États, toutes choses qui peuvent être conflictogènes si on y prend garde. Donc, de ce point de vue, je pense que l'Afrique est bien partie de voir les grandes puissances se bousculer au seuil de ses portes. Toujours au niveau de l'international, vous avez été conseiller de l'ancien président du Mali, à savoir Atété. Aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont fait fusion pour lutter contre le terrorisme et stopper certaines négociations avec le néocolonialisme, à savoir la France qui gère
certains pays africains soumis à la francophonie. Quelle lecture et décryptage faites-vous par rapport à cette fusion de ces trois pays pour dire stop à certaines négociations avec la France et lutter aussi contre le terrorisme? Bon, je dois d'abord observer que je n'ai pas été conseiller d'Amadou Toumani Touré. Le président ATT a été un ami, nous étions liés d'amitié et cette amitié a été sanctionnée par le fait que mon deuxième garçon porte son nom. Il était un ami et j'ai dû regretter d'ailleurs sa disparition brutale. Mais c'est un ami personnel, ça, dans mon ancienne vie c'était un ami personnel, bien que lui était plus âgé que moi, mais nous étions liés d'amitié à l'époque où il avait quitté la présidence de la transition avant de revenir au pouvoir. Et je pense que cette amitié est partie d'une rencontre à Libreville. Bref, lorsqu'il revient au pouvoir, j'ai été invité à Bamako pour assister à son investiture. Mais la question que vous posez sur la mise en place de l'association des États du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est une alliance stratégique importante par rapport à l'isolement dans lequel se sont inscrits ces trois pays vis-à-vis de leur ancienne puissance colonisatrice, notamment la France. Bon, sans pour autant violer les circonvolutions diplomatiques, je puis vous dire, mon sentiment personnel, c'est que je ne pense pas que cette alliance pourrait aller très loin. C'est une alliance circonstancielle, parce que d'abord, ce qui est reproché à ces régimes-là, ce sont des régimes aussi qui sont arrivés au pouvoir de manière extra-constitutionnelle par coup d'État, mais qui ont mis en avant les questions de sécurité, ayant accusé les anciens régimes d'être faibles face au terrorisme ou face au djihadisme qui gangrène cette région sahélo-sahélienne. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette raison mise en avant tend à perdurer aujourd'hui, au point que l'opinion internationale est en droit de se poser des questions. Quel est le bilan la question du terrorisme et du djihadisme dans ces États du Sahel, quelques années après l'arrivée au pouvoir des militaires? Parce qu'on a accusé les présidents élus démocratiquement au Niger, le cas de Bazoum, au Mali, le cas des présidents élus démocratiquement renversés, au Burkina Faso également. Bon, ben, alors il faut se poser la question de savoir, avions-nous plus de morts, avions-nous plus d'assassinats à l'époque des anciens régimes qu'à l'époque de ces régimes militaires aujourd'hui? C'est à partir de là qu'il va falloir établir le bilan. Autrement dit, le fait de rendre à tort ou à raison la France d'être responsable ou bien d'être complice du terrorisme ou du djihadisme me paraît un élément assez insuffisant au regard des bilans qu'il y a aujourd'hui. Loin de moi l'idée de défendre la France, je ne suis pas français, je ne le serai jamais, mais en même temps, il ne faut pas que nous donnions des raisons qui soient considérées comme des raisons instrumentalisées ou bien des raisons purement hypocrites par rapport à la velléité de prise de pouvoir des militaires. Ceci dit, en passant, vous remarquerez que le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, ce sont des pays où il y a, en Afrique de l'Ouest, en dehors du Nigeria, où il y a eu le plus grand nombre de coups d'État. Et en ce moment, on ne parlait pas du terrorisme ou du djihadisme. C'est pour dire que ce sont des pays qui ont développé la tradition des coups d'État, la tradition de prise de pouvoir extra-constitutionnelle. Avant la question du terrorisme, pendant la question du terrorisme et peut-être après. Donc, dire que, bon, on est arrivé au pouvoir parce qu'on voulait lutter contre le djihadisme et le terrorisme et que la France n'arrivait pas à éradiquer. Vous ne pouvez pas vous dire État indépendant et faire en sorte que ce soit un autre pays, fût-il puissance colonisatrice, que ce soit ce pays qui vienne assurer l'intégrité et la sécurité de vos territoires respectifs. Donc, de ce point de vue, je pense que ces arguments sont pour le moins
peu crédible, mais en même temps, l'alliance des États du Sahel me paraît une alliance tout à fait circonstancielle qui, de mon point de vue, ne mettrait pas du temps, juste le temps de justifier leur aversion vis-à-vis de la France. Nous tirons à la chute de notre entretien, mais avant d'y chuter, nous allons revenir sur la dernière actualité, celle de la sortie de l'ancien Premier ministre du pouvoir sortant Alain Claude Bilibizé, qui a fait une déclaration dans une presse internationale dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la publicité de cette dernière par rapport au bilan du CTI et certaines ambitions pour 2025. Vous, en tant qu'homme politique avéré et géopolitique, quelle analyse faites-vous des sorties d'Alain Claude Bilibizé? Est-ce une préparation pour sa future candidature ou juste un pion du système de la transition pour pouvoir montrer qu'il est opposant? Non, moi je pense que pour le connaître un tout petit peu, Alain Claude Bilibizé, je pense que tout le monde connaît les liens que j'ai avec lui personnellement. C'est un frère, c'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, de sentiments réciproques. Je pense que ce serait faire injure à Alain Claude Bilibizé de penser que c'est un pion. Et pour le connaître un tout petit peu, c'est quelqu'un qui aime l'action et c'est quelqu'un qui veut exister, c'est quelqu'un qui doit exister. Et je pense que Alain Claude a été ou est un des acteurs politiques majeurs de notre pays. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, mais c'est un des acteurs politiques majeurs de notre pays. C'est indéniable. Et je pense que lorsqu'on est un acteur politique, on veut absolument exister. Et à partir de ce moment, si nous sommes d'accord que l'expression démocratique est garantie, il y a la liberté d'expression, on ne peut pas empêcher Alain Claude Bilibizé de parler. Et maintenant, vous savez aussi en politique, il ne faut pas fabriquer des icônes. Si vous cherchez à mettre un opposant politique en prison, vous en faites une star, comme on dit, pour parler trivialement comme des jeunes. Donc, je pense que les sorties d'Alain Claude Bilibizé, lui-même, il connaît l'objectif qu'il vise. Mais en même temps, est-ce que fondamentalement, ce qu'il dit est faux ou est vrai? C'est à chacun de se faire son évangile. Mais j'observe que une certaine opinion ne l'apprécie pas, mais qu'à chaque fois qu'Alain Claude Bilibizé parle, ces déclarations sont relayées à travers tous les réseaux sociaux, à travers la presse écrite. C'est pour vous dire que c'est un acteur politique qui compte dans le jeu politique national, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas le considérer comme un pion du système de la transition pour qu'il joue un jeu de l'opposition. On veut l'assimiler à ce qu'on a dit de Mbabesolo, ce que je n'ai toujours pas cru non plus, qu'il jouait le jeu à l'époque de Bongo et que c'est le même jeu qu'Alain Claude devrait pouvoir jouer à l'époque de Lydie. Non, moi je pense que c'est un acteur politique responsable qui a gravi les échelons. Il a été ministre délégué, il a été ministre, il a été ministre d'État, il a été vice-premier ministre, il a été premier ministre. Donc c'est une biographie, ou bien c'est un CV qui pèse lourd sur le plan politique. Et on ne peut pas s'empêcher de reconnaître ses mérites sur le plan politique. Et son poids politique compte. Mais maintenant, il appartient au CTRI de savoir à quoi s'en tenir face à Alain Claude. Si c'est leur pion, tant mieux. Mais si ce n'est pas leur pion, ça veut dire qu'il peut être un des acteurs qui pourrait causer d'énormes difficultés politiques au CTRI et au président Oligui. Donc, en ce moment-là, je pense qu'Alain Claude n'évolue que sur le plan politique et il appartient aux acteurs politiques qui entourent le président Oligui d'apporter les réponses politiques aux déclarations d'Alain Claude Bilibizé. Mais maintenant, s'il a une ambition
de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Ce que lui-même a dit, qu'il n'excluait rien. Alors de ce point de vue, il appartient à ceux qui ont les mêmes ambitions que lui et qui pourraient s'opposer à lui de prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir lutter contre l'inclure sur le plan politique. Mais maintenant, chacun est libre de l'apprécier comme il veut. Est-ce qu'on le considère comme un pion du CTRI? C'est au CTRI de répondre si Alain Claude Bidebizé est son pion. Est-ce qu'on le considère comme un futur adversaire des autres candidats qui pourraient se déclarer à l'élection présidentielle? C'est à chacun des acteurs de prendre la mesure du danger que représente Alain Claude Bidebizé, du danger politique bien entendu. Parce que moi je reste démocrate et je pense que la lutte politique doit trouver son épilogue sur le plan politique. Et donc de ce point de vue, je pense qu'il est libre de dire ce qu'il veut, quitte à ce que ce qu'il dit soit apprécié par l'ensemble de la population. Maintenant, qu'on le juge au moment où il était aux responsabilités ou en ce moment, c'est à chacun d'apprécier. Docteur, nous sommes au thème de cet entretien. Au sortir d'ici, qu'est-ce qu'on peut retenir ou quel est votre position? Au sortir d'ici, ce qu'on peut retenir, c'est que moi, au regard de ce que j'ai été un des acteurs du dialogue national inclusif convoqué par le CTRI et le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, et à quelques mois du référendum, sachant que le pays a besoin de sortir de la Constitution, le pays a besoin de sortir de la transition pour se doter d'une nouvelle Constitution. Le retour à l'ordre constitutionnel ne pourrait se faire que si le pays s'est doté d'une nouvelle Constitution. C'est pourquoi moi j'appelle à voter le oui pour le projet de Constitution. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se mettra pas tous d'accord. Personne ne sera d'accord avec l'ensemble des dispositions de la nouvelle Constitution, mais pour l'essentiel, faisons en sorte que le Gabon se dote d'une nouvelle Constitution afin de sortir de la transition et que nous ayons ce texte fondamental qui nous permettrait de restaurer toutes les institutions et qui nous permettra d'organiser des élections présidentielles, des élections législatives et des élections locales afin de rétablir l'ordre constitutionnel. C'est pour cela que j'appelle au vote du oui pour la nouvelle Constitution.